Et aussi différents outils. Parfois je développerai, parfois je développerai moins. Si ça intéresse certains d'entre vous que je développe davantage, bon bah, vous pouvez me le signaler, me le dire en cours de route. Hein. On est là pour un échange, on est là. Donc, évidemment, il y a un cheminement, il y a une trame. Je vais vous présenter les outils, donc les différents outils de communication que permet Internet aujourd'hui, en tout cas un certain nombre. Donc n'hésitez pas, s'il y en a un qui vous intéresse particulièrement ou si vous avez une curiosité aiguë sur un des outils présentés, à me questionner et puis à insister un petit peu pour ce que je développe. Voilà. Alors je suis parti du principe que vous venez d'horizons très divers, donc vous n'êtes pas forcément formés à Internet, vous ne connaissez pas tous l'outil, ou vous n'êtes pas forcément habitué à utiliser un navigateur. Bon, bien que je pense qu'il y ait quand même aujourd'hui une culture, un minimum de culture Internet, web, ce qu'on appelle une culture web qui fasse que c'est très accessible au plus grand nombre. Alors, je vais repartir un peu du début, parce que bon, le thème d'aujourd'hui, la problématique d'aujourd'hui, c'est l'Internet comme outil de communication. Client, fournisseur, professionnel. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté, puisque aujourd'hui, on va principalement parler du monde de l'entreprise et des avantages que ça peut avoir pour le monde de l'entreprise. Mais il faut savoir qu'Internet n'est pas le web ou pas seulement le web. Il y a une différence entre Internet et ce qu'on appelle communément le web. Alors, pour ceux qui ont l'habitude du multimédia, ça ne présente aucune difficulté, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un peu l'histoire rapide pour que vous compreniez bien les différents services de l'Internet qui sont plus larges et qui englobent plus de choses que la simple lecture de page web et la simple navigation sur le web. Voilà. Alors, un peu d'histoire. Donc, les origines, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, c'est né pendant la guerre froide, dans les années 50, en 1954. On a mis au point un projet, c'était un projet militaire à la base, qui devait rester secret, donc c'est les États-Unis qui avaient mis au point un projet, mais mis aussi des moyens financiers importants pour pouvoir faire communiquer des ordinateurs entre eux. C'est-à-dire qu'avant l'existence même de l'Internet, l'enjeu c'était surtout de pouvoir faire communiquer des machines entre elles et de pouvoir les faire s'échanger des données. L'objectif pendant longtemps c'était surtout le transfert de fichiers. Donc, pour ceux qui ont entendu Files Transfer Protocol, FTP, aujourd'hui on utilise beaucoup le FTP. Au début d'Internet, on avait donc fait un projet qui a surtout abouti en 69, donc un projet militaire où on a réussi à faire communiquer entre eux une douzaine d'ordinateurs avec un débit de 50 kpb. Je ne sais pas si vous connaissez, 50 kpb c'était pas énorme, hein. C'était vraiment un petit débit, c'est un petit peu comme le débit de connexion des paquets de données, enfin le transfert des paquets de données, c'était un peu l'équivalent de ce qu'on avait avant le bas débit, ce qu'on avait au tout début, 54 ou 128 qui faisait beaucoup de bruit. Kilobits par seconde, voilà, c'était assez réduit. Donc au départ, Internet, c'est surtout le réseau, si vous voulez, le réseau, c'est-à-dire le fait d'avoir des ordinateurs qui peuvent communiquer entre eux et s'échanger des fichiers, ça existait avant même le web. C'était quelque chose qui a été précurseur. Donc l'intérêt, c'était déjà de créer un réseau d'ordinateurs qui donc peuvent communiquer entre eux. Alors, c'était resté secret parce que bon, au départ c'était pour des objectifs militaires, pour ne pas qu'il y ait un poste de contrôle unique, donc que les informations puissent être transférées à divers endroits au cas où le poste central serait touché par une attaque, ben, les autres postes pourraient continuer, les autres postes de commandement pourraient continuer à avoir de l'information. Voilà. Enfin, je résume, mais c'était ça. Donc après, on est passé dans les années 80 au développement du réseau. Alors c'est-à-dire que le projet s'est séparé en deux. ARPANET, qui était donc le projet de départ, s'est séparé en MILNET et un projet public qui permettait aux universités de communiquer entre elles. Donc là c'est pareil, je vais vite, hein, je survole, mais c'est pour que vous ayez un peu un aperçu du développement rapide d'Internet.
Donc dans les années 80, ce sont surtout les universités donc, qui se sont reliées à ce réseau. En 89, on avait 125 000 connexions, en particulier sur les universités américaines, et puis en Europe, on commençait à créer un réseau parallèle qu'on allait connecter au réseau américain. Donc il y avait l'Europe d'un côté et les États-Unis de l'autre, et puis il commençait à y avoir des passerelles dans la fin des années 80. Donc on a créé la National Scientific donc NSF-Net Foundation, qui est en fait un réseau de communication de fichiers, donc qui était déjà l'ancêtre d'Internet, mais qui servait uniquement au transfert de données entre universités, et il y avait encore assez peu. Bon, je vous ai dit 125 000, c'était pas énorme quand même, 125 000 en 89 pour vous donner un chiffre, ordinateurs connectés entre eux. Voilà. Mais déjà, le réseau, la toile commençait à exister. On peut parler de toile. Voilà. Donc, en parallèle à ça, il y avait quand même des développements de services qui ont été faits par les informaticiens. Donc, ça a servi en priorité à pouvoir s'échanger des messages et à pouvoir s'échanger des fichiers. Donc, File Transfer Protocol, c'est pouvoir faire communiquer des ordinateurs entre eux avec un protocole unique. Aujourd'hui, on appelle ça TCP/IP. Par ce protocole, on peut faire passer, s'échanger des fichiers. Au départ, il y avait de faibles débits, puis au fur et à mesure que les technologies avancent, les débits de transfert étaient de plus en plus importants. Voilà. Mais il n'y avait toujours pas un côté commercial et public. C'était à l'époque plus quelque chose qui servait à la recherche, à la connaissance, à pouvoir mettre en connexion, on va dire, mettre en commun des travaux scientifiques, que ce soit entre différentes universités américaines, universités européennes, universités américaines, pour aller vite. Ensuite, donc on a eu l'apparition du premier navigateur. Alors ça, c'était justement l'idée, c'était de pouvoir faire quelque chose de plus convivial, qui permette de ne pas s'échanger des fichiers sous forme de ligne de commande, ce qui était assez rédhibitoire pour les gens qui ne connaissaient pas l'informatique ou qui n'étaient pas informaticiens. Donc pour pouvoir un peu développer le réseau et le rendre plus attractif, donc en particulier au CERN, donc ça s'est passé au CERN, vous savez, c'est en Suisse, là. Vous connaissez peut-être, donc c'est justement près de Genève, c'est un centre de recherche nucléaire, donc il y a beaucoup de Français qui travaillent aussi dans ce centre. Et bon, à l'origine, on a cherché à créer une application qui permettait de lire des contenus entre plusieurs machines et de s'échanger des contenus en utilisant une souris et pouvoir agencer ces contenus de façon commode. Alors c'est là qu'on a vraiment développé un langage. Ça, ce sont les chercheurs du CERN qui l'ont développé, en particulier Tim Berners-Lee. Si vous deviez retenir qu'un nom, ce serait celui-là, par rapport au vrai développement du web, du World Wide Web. C'est l'équipe du CERN de Berners-Lee qui a développé le langage HTML, donc l'origine du langage HTML, qui est basé sur des liens hypertextes, qu'on appelle des liens hypertextes, et les pages qu'on a reliées par ces liens hypertextes, puisque si vous voulez, la grande innovation, la grande idée, c'est ce fameux lien hypertexte qui permet d'aboutir directement d'un document à un autre document à un endroit précis, d'une manière rapide. Et c'est l'ensemble de ces pages qui sont donc reliées par des liens hypertextes qu'on a commencé à appeler le web. On a commencé à appeler, donc au départ c'était un réseau d'échange de fichiers, puis après, grâce à ce langage et au développement de ce langage et à l'assemblage, à la mise en page d'informations, on a pu parler de toile, de web. Alors, évidemment, il manquait une application qui puisse lire ce langage et qui puisse justement l'afficher de manière commode et on va dire ludique, c'est-à-dire le navigateur. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc le navigateur, au départ, donc ça n'existait pas, et c'est justement l'outil fondamental du web qui a permis beaucoup d'applications et d'applications commerciales. C'est-à-dire à partir du moment où on a inventé, donc au départ il s'appelait Mosaic, qui était un navigateur qui permet de lire du contenu multimédia et de l'afficher de manière commode avec une mise en page. C'était un peu l'objectif final donc des recherches.
on a créé un outil en fait qui avait un intérêt commercial. Parce que là, on pouvait mettre du contenu texte, du contenu image, et bon, pas encore du contenu vidéo, mais par la suite on a pu. Donc déjà à travers un logiciel, et on pouvait donc le lire de façon commode et aisée d'une machine à l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc avec le développement de ce langage est apparu les premiers navigateurs, Mosaic, Netscape. Alors, l'inventeur de Netscape, c'est Andreessen, un Américain. Et le navigateur s'est vraiment diffusé, c'est-à-dire c'est une application qui s'est diffusée vraiment chez tous les utilisateurs d'Internet. Et après, on a pu vraiment parler de toile, puisque le navigateur permet de lire de l'information, du multimédia, c'est-à-dire il peut lire des pages qui sont effectivement des pages web qui sont avec une mise en page commode, avec un contenu qui est assez riche et qui aujourd'hui comprend même de la vidéo, des animations, donc du texte, l'information texte bien sûr qui reste primordiale, et puis des images. Voilà. Donc là, et du son. J'ai à peu près fait le tour. Voilà. Donc ça, c'est grâce au navigateur qu'on peut effectivement à la fois s'échanger ces données, puisque le navigateur va chercher les données sur un serveur, il les ramène sur votre machine et il les affiche. Et surtout, on peut les afficher et les agencer d'une manière commode avec une mise en page. Donc c'est ça qui a pu vraiment créer un réseau, un véritable... Bon alors après, je passe. Aujourd'hui, donc avec l'apparition du navigateur, il y a eu effectivement un véritable intérêt commercial, puisqu'on pouvait faire diffuser de l'information. On pouvait la faire apparaître de manière commode avec une mise en page attrayante. Donc là, il y a eu une explosion du web qui s'est faite à travers un grand nombre de sites internet. Donc une explosion du web commercial dans les années 90, avec donc l'apparition des sites marchands. Alors au départ, le web ne servait effectivement qu'à de l'information, c'est-à-dire on diffusait du contenu texte, éventuellement vidéo, son, mais c'est tout. Et puis petit à petit, on a développé un langage serveur qui permet de faire des interactions entre l'utilisateur du navigateur, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on envoie des informations à travers des formulaires, par exemple. Donc, un transfert d'informations entre l'utilisateur, le post-utilisateur, et le serveur, qui va lui renvoyer des informations et créer des pages spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a une interaction aujourd'hui entre l'utilisateur et le serveur qui communique et qui lui renvoie des informations qui lui sont propres sur mesure. Est-ce que ça va à ce niveau-là? C'est-à-dire au départ, on peut faire un parallèle simple, au départ il n'y avait que des sites vitrines, on peut dire la majorité des sites c'était l'information fixe qui était la même pour tout le monde. Aujourd'hui on a des sites où un utilisateur va faire une recherche, une requête, et on va lui afficher une page spécifique rien que pour lui, qui va être donc conçue rien que pour lui. Voilà. Donc il y a une véritable interaction entre le post-utilisateur et le serveur. Si vous préférez, entre le navigateur, parce que ces fameux outils donc, qui a révolutionné l'Internet et le web, c'est le navigateur et le serveur. Donc là, on va passer rapidement. Donc, année 2000, donc le Web 2, alors ça on a parlé ces derniers temps du web participatif. Donc bon, là c'est un petit peu la projection future de l'interaction entre le navigateur et le serveur, justement, le post-utilisateur et le serveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sites internet qui sont alimentés. On peut parler par exemple des sites de photos, j'en parlerai plus tard, comme Photolia ou Corbis, qui sont alimentés par les internautes eux-mêmes. C'est-à-dire que le contenu des sites n'est plus créé de manière on va dire pyramidale par quelqu'un qui veut donc diffuser l'information, mais c'est la plupart des utilisateurs qui peuvent créer leur propre espace et mettre en ligne les informations personnelles, les informations qui leur sont utiles. Voilà. Bon, je reste global, je suis obligé de rester global, on ne peut pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. Mais donc le Web 2, c'est un petit peu l'explosion des blogs, nous avons parlé, donc les blogs, c'est un peu l'exemple. Pour des sites, des sites dont vous avez entendu parler comme MySpace ou même Facebook, c'est ça, c'est vraiment du web participatif. C'est-à-dire c'est des sites, c'est carrément une
structure dans laquelle vous allez mettre du contenu vous-même, vous allez mettre des musiques que vous avez fait, vous avez créé, vous allez personnaliser votre page, mettre des images que vous avez vous-même conçues, etc. Donc c'est vraiment la diffusion de contenu par l'internaute lui-même. Donc c'est l'internaute qui crée sa propre information. Puis aujourd'hui, il y a aussi des médias comme Mediapart où il y a une part d'information qui part de la rédaction journalistique, qui part on va dire de la hiérarchie. Puis après, les internautes peuvent intervenir et réagir. Vous avez déjà entendu parler de Mediapart. Voilà, donc c'est pareil, c'est un peu ce système-là. Ils peuvent réagir et ils ont leur blog où les internautes peuvent faire leur propre information ou leur contre-information quand ils considèrent que l'information n'est pas, on va dire, erronée ou n'est pas assez développée par rapport à la réalité. Voilà, donc le Web 2 dit participatif. Mais nous, on va surtout parler aujourd'hui et en rester donc au web marchand, puisque dans le monde de l'entreprise, c'est quand même surtout l'explosion et le développement des sites marchands qui a un peu révolutionné la façon de vendre ou la façon de mettre en commerce un certain nombre de produits et services, puisque bon, aujourd'hui, vous connaissez tous le développement de sites marchands avec paiement en ligne. Donc, il y a beaucoup de mes confrères, beaucoup d'entre nous sont d'ailleurs créateurs de sites e-commerce. Aujourd'hui, la plupart des intervenants sur ce marché se mettent à faire du e-commerce, donc du site marchand et avec l'installation de paiement en ligne. Voilà. Donc ça aussi, c'est un service important. Donc on va continuer là-dessus. Alors, bon, la notion de site dynamique, je l'ai un petit peu expliqué au début. Donc le site dynamique, c'est en tant qu'utilisateur, on va envoyer une information parce qu'on fait une recherche de produit, par exemple. On recherche un produit bien spécifique et puis le serveur va nous répondre. Il va interroger, il va suivre notre requête et il va nous renvoyer une page qui correspond à ce qu'on recherche. Dans la pratique, c'est assez clair. C'est les sites catalogues. On va prendre un exemple, comme ça ce sera simple. Voilà. Donc, vous êtes sur un site marchand qui est dynamique. C'est-à-dire que là, si vous faites une recherche spécifique, vous cherchez un produit spécifique, vous risquez de le trouver. Le serveur, voilà, votre requête va interroger le serveur et le site va vous renvoyer une page qui correspond à votre recherche. Donc, par exemple, vous pourrez essayer les gilets. Les gilets obligatoires ou les triangles qui sont obligatoires en ce moment. Non, pas trouvé. Bon, admettons qu'on cherche un gilet, peut-être gilet de sécurité, ça doit certainement. Ou kit de sécurité, un kit. On va faire une recherche concrète. On veut acheter un kit de sécurité, ça devient obligatoire aujourd'hui. Donc on va regarder si on interroge le site. Et s'il trouve un kit de sécurité, il va nous répondre. Voilà, donc il a créé une page spécifique pour nous, il a trouvé un produit qui est un kit Elara, donc il y a un kit de sécurité apparemment quand on fait plus d'infos pour regarder. Voilà. Bon, c'est un kit prêt à l'emploi, etc., avec un harnais anti-chute. Bon. Vous voyez, il a créé une page spécifique pour nous. Donc ça, c'est un site dynamique. Alors, il est évidemment, ça va un petit peu au-delà de ça, c'est pas seulement un site catalogue, celui-là. Vous avez même la vitesse pour laquelle il a trouvé la réponse. C'est aussi un site d'achat en ligne. Donc si on sélectionne, on peut acheter le produit en ligne. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Mais bon, à savoir que c'est ça le site dynamique, c'est le site qui permet de faire des requêtes et d'avoir une page personnalisée quand on fait une recherche. Donc on peut faire une recherche par rubrique aussi. Donc ça, c'est souvent l'utilisation qu'on en fait, l'utilisation classique. Alors, par exemple, je cherche des gants, je vais aller dans équipement à la personne, main, gants de manutention, là. Là, je vais trouver un certain nombre de gants, de style, et puis je vais regarder visuellement celui qui me plaît, parce qu'après, il y a toujours une histoire d'esthétique. Allez, on va prendre par exemple celui-ci, voilà. Et enfin, on aboutit au produit, à la fiche produit. Éventuellement au détail, si jamais il y a des détails ou des choses. Après, un produit peut se décliner en différentes tailles, en différentes couleurs. Donc après, il y a ce qu'on appelle les attributs. Vous voyez, là, apparemment, il y a deux attributs. Soit on l'achète à la paire, soit on l'achète par carton de 120. Bon, on a vu le site dynamique.
Voilà, donc après, bon, dans l'explosion du e-commerce, aujourd'hui, on peut voir que, bon, ça doit intéresser particulièrement les chefs d'entreprise aujourd'hui, donc c'est pour ça que je centre mon exposé sur ces produits-là. On voit aujourd'hui que la vente en ligne se développe et le volume des ventes aussi, il est en forte croissance. Et aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises peuvent se mettre à la vente en ligne grâce à un site marchand, y compris les entreprises qui vendent à des professionnels, hein, le B2B, c'est ce qu'on appelle business to business. Voilà. Donc là, on a vu un site, par exemple, là, celui qu'on a vu précédemment, qui vendait principalement à des professionnels. C'est pour ça que vous aviez les prix affichés hors taxe. Alors, on peut avoir une idée à travers un institut qui s'occupe spécifiquement de ça, qui peut vous donner d'ailleurs des statistiques et des informations sur l'importance de la vente en ligne aujourd'hui, donc à savoir la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Donc, je me permets de vous le présenter ici, puisque c'est là que vous pouvez trouver de l'information sur la croissance d'une part du commerce en ligne. Bon, alors, entre le premier, il y a des informations, c'est assez fourni, assez complet au niveau information. Sur la croissance de la vente en ligne, on a plus 31%. Vous voyez par exemple au deuxième trimestre 2008 par rapport au premier, donc plus 31%. Et il y a plus 30% par rapport à la même époque en 2007. Voilà. Donc on a les ventes sur Internet qui progressent de façon, on ne va pas dire exponentielle, mais qui progressent beaucoup. Voilà. Donc ça peut intéresser un certain nombre de personnes justement qui veulent créer un chiffre d'affaires, donc qui ont déjà une activité de vente directe et qui veulent ensuite se mettre à la vente en ligne. Il faut savoir que le commerce de la vente à distance en France prend une place de plus en plus importante, et en particulier dans le commerce de la vente à distance, le e-commerce, c'est-à-dire intermédié par les sites internet. Donc là, vous avez un chiffre important. Sur les 6 premiers mois de l'année, le montant total des ventes en ligne est estimé à 10 milliards d'euros. Alors, c'était 7,7 milliards l'année dernière à la même époque. Donc il y a vraiment une croissance importante aujourd'hui. Les gens qui achètent en ligne. Alors après, bon, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet du propos, mais vous pouvez aller retrouver ce site et puis avoir des compléments d'informations importants sur les tendances du marché et sur aussi les produits qui se vendent le mieux en ligne. Alors aujourd'hui, ça reste quand même l'habillement. Alors ça, c'est assez surprenant parce qu'on pensait que les histoires de taille et justement les histoires de mode fait qu'on pensait plutôt que les gens allaient en magasin pour l'habillement, mais pour des raisons de prix, l'habillement se vend très très bien par Internet. Ensuite, l'informatique, bien sûr, les produits informatiques. Et puis après, bon, on retrouve d'autres catégories de produits comme les DVD, livres, etc. Mais ça vient plus, si vous voulez, des gros intervenants comme le Forum, la FNAC, qui ont su se positionner sur ce marché. Il y a des tendances, puis après, bon, ça demande à être étudié de près. Vous avez e-commerce, mode et habillement, on va avoir le classement des sites. Toujours intéressant de voir le classement des sites e-commerce, donc ceux qui sont en liste. Vous voyez que ce sont des sites comme La Redoute, Fnac, vous voyez, donc c'est un petit peu ce que je vous expliquais. Alors aussi des sites très généralistes, hein, Cdiscount, qui sont en fait des sites qui sont surtout qui se positionnent comme des hard discounters au niveau du prix, qui vendent de tout. Hein. Ils ont Cdiscount, c'est vraiment du matériel high-tech, hi-fi vidéo, etc. Mais ça peut être très varié. C'est pas des boutiques qui sont spécialisées dans un domaine. Puis après, on retrouve alors les grands, c'est Grain d'Allée par exemple, ou vente privée. De temps en temps, on voit vente privée. Ça, c'est du vêtement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler autour de vous. Alors pourquoi ces sites marchent si bien et on les retrouve dans le... Alors,
on le retrouve dans un classement dans le top des ventes, mais attention, ce sont des indices, hein, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sites qui mènent il y a plusieurs noms de domaines qui mènent à un même site. Donc ça, je ne détaille pas aujourd'hui, mais en fait, c'est tout un faisceau de noms de domaines qui ramènent au même site. Et il faut savoir que ces chiffres sont établis par Médiamétrie Net Rating, qui est un cabinet qui justement s'occupe de mettre au point ce classement. Mais c'est quand même discutable. Hein. C'est discutable. Voilà, donc vous avez un certain nombre de sites qui vendent bien en ligne, donc qui sont bien positionnés. Vous remarquerez, alors c'est ce que je voulais faire voir aujourd'hui, hein, sans rentrer dans le détail, puisque c'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui. Certains sites communiquent énormément par l'emailing. Vente privée par exemple, les 3 Suisses ou Brindalais, vous recevez régulièrement du spam, ce qu'on appelle du spam, ou des lettres publicitaires, du courrier publicitaire de la part de ces sites. Alors je ne sais pas si vous pouvez me confirmer, mais je pense que vous connaissez ça, vous avez déjà reçu ce genre de courrier dans votre, surtout Brindalais, vente privée, enfin. Même SNCF, il suffit que vous soyez allé une fois acheter un billet en ligne, vous allez recevoir régulièrement des offres SNCF. Vous recevez des courriers promotionnels ou publicitaires. Bon, alors ça c'est important pour l'entreprise qui a déjà un site de vente pour faire connaître son activité puis pour faire augmenter le trafic sur son site. Donc c'est un des outils que je vais présenter aujourd'hui parce que c'est évidemment incontournable. Alors, avec l'explosion donc, de la vente en e-commerce et la croissance continue de la vente en ligne, il y a des services de promotion, donc celui dont je parle, comme le newsletter, qui permettent d'améliorer le classement, qui nous permettent de créer du trafic sur le site et aussi d'améliorer la notoriété. Hein. Si par exemple on fait des opérations promotionnelles chez Cdiscount, bon, on va évidemment faire un emailing. Voilà. Alors comment ça marche l'emailing? Vous savez que soit vous avez des sociétés qui vous proposent un emailing ponctuel et qui vous vendent un emailing ponctuel. Donc ça c'est très souvent le cas. On vous propose déjà le listing d'email, vous ne savez pas quelles sont les cibles, hein. C'est eux qui vous proposent un listing de 10 000 cibles et vous faites un envoi à tant d'euros. Voilà. Et puis le listing est soi-disant fiable avec 10 000, on va dire 10 000 à 50 000 prospects. Voilà, c'est souvent le cas. Bon, nous et certains prestataires dans ma branche proposons un service de newsletter complet, c'est-à-dire qu'on installe un newsletter pour le client. Le client va avoir une autonomie pour créer sa newsletter, donc pour la mettre en forme, et puis pour aussi l'envoyer aussi souvent qu'il en a besoin. Parce que parfois ça demande une grande fréquence, ou une fréquence régulière. Parfois il faut en envoyer qu'une tous les 3 mois, parce que sinon ça agace. Il faut savoir aussi trouver la bonne périodicité pour envoyer des messages promotionnels ou de communication à ses clients. Ça c'est important. Mais bon, vous disposez avec nous en tant que prestataire ou d'autres de cette profession, je suis un petit peu là pour vous faire connaître aussi donc, les outils de notre profession. Vous pouvez disposer d'un véritable moteur d'emailing, ce qu'on appelle un moteur d'emailing, qui vous permet de créer un message avec une mise en forme déjà réussie et déjà prête, et qui vous permet de le diffuser à une liste bien précise de prospects. Bon, on va aller en voir un par exemple, on va prendre celui-ci. Je vous en montrerai peut-être 2 pour que vous puissiez comparer. Voilà. Alors, le moteur d'emailing, en fait, il se compose de 3 modules. Vous avez un module qui vous sert à créer les modèles. Donc, vous pouvez avoir 10, 15 modèles, ça dépend de la volonté du client. C'est un peu du sur-mesure. Bon, là, on est dans le cas de 2 modèles. Donc, vous avez un modèle actuel, par exemple. Vous voyez, où on met en place le graphisme, la position des éléments, photos, texte, et éventuellement des petits plus comme le bouton commander qui permet de se retrouver sur le site immédiatement au bon endroit. Bon, ça c'est les petits plus. C'est tout un ensemble de détails. Mais bon, c'est toujours sous cette forme que vous recevez une newsletter, c'est-à-dire une forme avec une jolie mise en page, faite avec du HTML. Ça, du HTML. Voilà, vous pouvez donc le modifier ici. Donc, vous voyez ici que vous avez de quoi
changer le texte, toujours important, donc, autant de zones de texte que nécessaire. Vous pouvez changer le prix, vous pouvez changer le lien qui vous permet d'aboutir sur le site au bon endroit pour le commander. Et puis vous pouvez aussi donc charger une photo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, après bon, je présente d'une manière globale, après bon, je pense qu'il y en a qui ont l'habitude. Pour charger une photo, c'est le principe de l'upload où on bascule dans son disque dur. C'est-à-dire que là, vous êtes dans votre disque dur, vous allez choisir votre visuel dans votre dossier. Un principe classique, mes images par exemple, l'échantillon d'images, hiver, hop, voilà, je fais ouvrir et puis voilà, je change. Bon, évidemment, pour changer, il faut appuyer sur modifier, enfin valider si vous préférez, on valide à la fin. Voilà, on va le faire ici. Voilà, donc vous avez à la fois la fabrication de l'email, du mailing, c'est important, hein, c'est pour toutes les entreprises. Donc c'est bien pour les entreprises qui ont un service communication, où ils ont des beaux visuels, ils ont déjà des idées, des choses à mettre, ou vous pouvez avoir un service communication qui vous fait déjà le rédactionnel. Donc après, vous n'avez plus qu'à vous occuper de faire un envoi qui, en tant que chef d'entreprise, c'est quand même intéressant. Voilà, donc autrement, il y a d'autres modèles, hein, par exemple celui-ci, pour vous montrer qu'il peut y en avoir plusieurs. Les images sont plus grandes, par contre, on a des zones texte qui sont, on en a que 3, on n'en a pas 8, on en a que 3. Les zones texte sont figées, hein, il n'y en a que 3. Donc là, c'est un courrier promotionnel où vous pouvez mettre plein de produits à la fois, tout simplement, cet exemple. Alors, ensuite, vous avez le module gestion des emails. Alors celui-ci qui est quand même très important, qui permet donc d'intégrer parce que bon, un petit peu le nerf de la guerre, c'est le fichier client, hein, c'est le fichier prospect. Hein, la plupart des chefs d'entreprise le savent. Donc soit vous en avez déjà un enrichi puisque votre activité existe depuis longtemps, soit vous démarrez, vous commencez une activité et puis vous n'avez pas encore un fichier client, en tout cas un fichier emailing. Alors soit vous avez une société spécialisée qui vous le fournit, mais ça coûtera cher. Il y a des sociétés comme la France Prospect qui vous vendent, ça doit être 170 à 199 € le CD, bon, c'est pas encore. Et vous avez un certain nombre de sociétés qui vous vendent des listings d'emails que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi les pages pro, ceux qui connaissent le CD, les pages pro, vous avez un certain nombre d'emails que vous pouvez extraire. Voilà, donc ça permet d'enrichir votre base d'emails, mais encore faut-il pouvoir les ajouter. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est difficile à mettre en place. Donc, nous, on le propose, et un certain nombre d'entreprises de prestataires le proposent. C'est-à-dire, alors, on va peut-être pas faire modifier tout de suite, on va faire ajouter. Donc, comment s'enrichit votre listing? Il s'enrichit par les gens qui vous écrivent sur le site, parce qu'automatiquement, ils choisissent d'être abonnés à votre newsletter, donc leurs emails vont entrer dans votre listing. Ça, c'est déjà une chose. Bon, c'est au fil de l'existence de l'entreprise. Hein. Mais bon, c'est pas, évidemment, ce ne sera pas un nombre assez important, en tout cas un débit assez important pour venir créer une liste conséquente tout de suite. Donc, vous pouvez choisir d'importer une liste qu'on vous fournit à l'extérieur. Donc, on a un outil ici, vous voyez, qui vous permettent d'aller chercher une liste sous forme Excel. Alors par contre, il faut que ce soit quand même un peu paramétré avant. Hein. Il faut que le format ce soit Excel ou RTF, pour ceux qui connaissent. On a standard RTF, pour les informaticiens. Donc, ça va intégrer en une seule fois toutes vos données. C'est-à-dire tous vos emails clients avec le nom. Après, il faut quand même que ce qu'on appelle les champs correspondent à ceux qui existent. C'est-à-dire, il faut que dans le listing de départ, il y ait la raison sociale, une colonne raison sociale, une colonne département, une colonne code d'activité. Enfin bref, ça corresponde ici à l'ordre de ces champs avec la même dénomination. Voilà. Donc il y a quand même une petite préparation du listing avant. Hein. On ne va pas vous dire que c'est son travail de la part du client. L'entrepreneur, il doit quand même faire un petit travail de préparation de son fichier. En tout cas, il peut l'intégrer en une seule fois. Donc c'est quand même un large gain de temps et de productivité, puisqu'après, bon, dans le cas de cette entreprise, par exemple, elle doit avoir quelque chose comme 10 000 prospects. Hein. Si on va dans modifier, on peut chercher une activité. Si on met tout, je crois qu'il y a à peu près 10 000 adresses. Donc si on ne fait aucun tri, si on veut avoir toute la base, on doit avoir quelque chose comme 10 000 adresses. Donc ce qu'il y a, le temps qu'il l'affiche, ça va être assez long.
peut-être pas une bonne idée de vouloir afficher tout de suite. On va prendre un extrait. On va prendre simplement donc, le code des transporteurs routiers. Voilà, 31. Bon, à savoir que bon, ça peut aller jusqu'à 10 000, voilà, 9 000 à 10 000 mails. Voilà. Donc ça peut être un outil évidemment d'élargissement de votre part de marché, enfin non, de votre zone de chalandise, pour être précis, ceux qui font des études de marché. Ça peut vous permettre de toucher les sites dans d'autres régions quand vous avez évidemment derrière la structure pour répondre, pour pouvoir répondre à la demande. En tout cas, ça permet d'étendre votre zone de chalandise et donc d'augmenter par la suite vos parts de marché. Donc c'est vraiment intéressant pour un chef d'entreprise de faire de l'emailing régulièrement. À partir du moment où il a au moins un site catalogue. Je ne dis pas un site de paiement en ligne, parce que bon, le paiement en ligne, tout le monde ne veut pas vendre avec un paiement en ligne. Et au moins une présentation de ses produits, ça reste important. Donc un site catalogue. Voilà, on va peut-être montrer un autre exemple peut-être plus artistique. Vous avez des chiffres de retour en termes d'emailing? Oui, ça a varié d'une activité à l'autre de notre expérience, mais sur TransPlus, c'est par exemple 5 pour 1000. 5 pour 1000, ouais, retour, demande d'information. Oui. Après, ils ont des mails, soit des mails, des questions, soit des gens qui appellent. Environ 5 pour 1000. C'est élevé, mais il faut voir aussi que c'est le syndicat Moustra qui est derrière, c'est un syndicat des transporteurs routiers, donc ils se connaissent très très bien, c'est très bien mallié, donc ils ont un retour assez important des professionnels. Donc sur un fichier prospect identifié, j'allais dire sur un emailer connu, reconnu, de notoriété. Oui. Ouais. On a là, je vais vous montrer un autre exemple, peut-être bien différent, mais d'une entreprise de petite taille, parce que là c'est déjà une entreprise de grande taille. On a une créatrice de meubles de mèche, donc elle est quand même assez mal positionnée, je dirais entre guillemets, pas au niveau de ses fournisseurs, mais au niveau de ses clients. Elle se trouve dans le haut, puis elle fait des meubles de style très modernes, donc ça se vend plutôt à Paris. C'est parce qu'elle a un showroom à Paris qu'elle arrive un peu à toucher les clients internationaux, mais elle a voulu faire de l'emailing pour justement élargir ses parts de marché. Donc elle a eu du retour. Elle a eu du retour, elle a même eu une commande de Paris, vous savez, l'émission de Guillaume Durand, L'Esprit Libre. Donc c'est elle qui fait les sièges d'Esprit Libre. Donc je vais vous montrer le moteur d'emailing. C'est plus artistique. C'est sûr qu'elle a mis beaucoup de temps à dessiner et à concevoir son modèle d'email. Par contre, on a des clients qui sont plus ou moins difficiles là-dessus. Comme il y a un fichier client, évidemment, l'accès au moteur d'emailing est protégé. Pour ça, vous avez toujours une interface d'accès. Sinon, derrière, il y a votre fichier client. Voilà, on va essayer celui-là. Ok, ça marche. Voilà, donc elle travaille, vous voyez, soit avec. Elle a voulu plus de modèles. Donc vous voyez, c'est très différent d'un client à l'autre. Elle a voulu 4-5 modèles. Elle travaille avec soit des revendeurs en France, soit parfois des hôtels aux États-Unis. Donc elle travaille aussi beaucoup avec l'étranger. Donc elle a fait plusieurs modèles. On peut voir par exemple à quoi peut ressembler l'emailing. Donc vous voyez, là c'est une véritable page web avec le logo de l'entreprise. Donc des photos qu'elle peut changer. Elle les a fait avec un contour un peu original et puis une image centrale.
Ça, c'est dans un autre style. Voilà. Alors celui-là aussi, on a rajouté le lien sur le site, puisque l'important aussi, c'est de faire aller les gens sur le site. S'ils ouvrent le message, même s'ils s'intéressent assez peu au produit, ils vont peut-être avoir la curiosité d'aller sur le site. C'est aussi un moyen d'augmenter le trafic sur le site. Bon, je vais aller vite, je vais passer un peu parce qu'on a encore présenter d'autres outils. Juste une question, s'il vous plaît. Oui. Par rapport à l'achat, c'est mes livres. Oui. Je pense qu'on trouve de tout, des bons, des moins bons. Oui, comme partout. Oui, pour l'emailing ponctuel. Ouais, ponctuel. Ceux qui vous vendent une campagne publicitaire, oui. Ouais. Oui, c'est vrai, vous avez différents prestataires et puis vous en avez des plus ou moins fiables. Ouais. Et dans les fiables, lesquels vous pourriez nous conseiller? Dans les fiables, je vous ai dit France Prospect, ils font ça. J'en ai pas qui me viennent comme ça à l'esprit, mais j'en donnerai à la fin. Ouais. Il y en a 2 ou 3, il y en a un aussi sur Montbéliard. Il y a une société sur Montbéliard qui fait ça. Campagne d'emailing. Mais là, vous n'avez pas l'outil, attention, vous faites un seul envoi. C'est-à-dire vous préparez le message, vous préparez la mise en page, et après vous payez pour un seul envoi. Tout à fait. Et de toute façon, pour avoir quand même ce mailing, moi, pour comme l'acheter, même si on fait ça, on est comme obligé d'acheter. Oui, l'outil il est payant aussi, bien sûr. Voilà. Si vous avez un outil, tout à fait. Et après, bon, vous avez un peu plus de liberté. Voilà, bon, donc là, vous avez aussi plusieurs listes. Je n'ai pas présenté le dernier module. Le dernier module, c'est la liste, c'est le module qui permet de faire l'envoi. Alors, par exemple, si on envoie en particulier, bon, ben, hop, voilà, on a 72 emails et il faut mettre l'objet du message et ça reste important l'objet. Ça, c'est à votre. Je dirais, c'est à la liberté au choix du chef d'entreprise. Et puis bon, c'est vrai qu'il faut que l'objet soit pertinent pour que ça donne envie d'ouvrir. Parce qu'on reçoit beaucoup de messages, propositions commerciales, donc ça part généralement directement à la corbeille. Donc il faut essayer de trouver des sujets accrocheurs, enfin des objets accrocheurs qui donnent envie d'aller plus loin et d'ouvrir le message. Donc ça, bon, on a vu, hein, bon, vous avez différents listings, différents modèles. On peut aussi modifier, on peut y mettre plusieurs images dans ce cas-là. Et puis voir à chaque fois, vous voyez, là, les images ont changé, hein, ce ne sont pas les mêmes. Donc le modèle revendeur France est différent du modèle revendeur étranger. J'ai dépassé mon temps de parole. Une question de Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Parce qu'après, je vais passer un peu à autre chose, complètement même à autre chose. Bon. Alors, on va passer donc aux autres services. Alors, dans les autres services qui peuvent être intéressants pour les entreprises, les PME ou même professionnels, TPE, c'est les services d'échange de fichiers. Alors ça, c'est quand par exemple vous travaillez avec un imprimeur, vous avez des fichiers assez lourds à lui communiquer, vous êtes par exemple concessionnaire automobile, vous devez lui communiquer vos dernières affiches ou vos dernières campagnes publicitaires sur la voiture qui va sortir, hein, parce qu'on est dans un pays justement où il y a un constructeur automobile. Bon, vous pouvez, alors les fichiers étant très lourds, vous n'allez pas le faire par mail, parce que ça n'arrivera pas, ou ça va être très long à charger. Donc vous pouvez avoir un outil d'échange privilégié avec vos imprimeurs réguliers, hein, pour ceux qui travaillent en étroite collaboration avec un imprimeur. Donc c'est intéressant d'avoir des outils dans ce domaine qui vous permettent donc de mettre à la disposition d'autres imprimeurs des fichiers images, des films, des choses qui sont assez lourdes. Voilà. Et de la même manière, vous pouvez avoir sur un site internet un espace, ce qu'on appelle espace professionnel, donc ça c'est ce que je vais présenter, qui va permettre d'échanger des données, des fichiers avec vos fournisseurs, vos revendeurs. Et c'est parfois bien pratique plutôt que de passer par le web, par le mail, pardon, par la messagerie, puisque
vous avez à chaque fois le risque que ça n'arrive pas, que ça ne parte pas à la bonne adresse, ou que le fichier soit trop lourd, donc qu'il n'arrive pas à destination. Donc, ce type de service, d'outils, est quand même plus destiné à, donc là cette fois, ces fournisseurs ou ces distributeurs revendeurs qu'au client final. Évidemment, ça n'a pas d'intérêt pour un client final. Puisque là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait un espace, on va le compartimenter en nos différents distributeurs, parce que je vais prendre l'exemple des distributeurs, et que chaque distributeur va avoir accès à son dossier et lui seul. Il ne va pas avoir accès au dossier des autres distributeurs. Vous voyez, on compartimente en fait un répertoire. Et ça permet comme ça de donner une information spécifique, d'échanger de l'information, parce que ça peut être aussi le distributeur qui vous le dépose. C'est pas forcément toujours en descendant, ça peut être aussi donc les distributeurs ou les revendeurs qui vont eux-mêmes faire une demande ou qui vont vous donner un document par ce biais. Donc là, il s'agit de compartimenter pour évidemment garder la confidentialité. Alors dans ce type d'outil, donc, on a donc ce qu'on appelle le FTP, là c'est plus les fichiers sont transférés sous forme FTP. Alors ok, on va aller voir. Donc là, vous voyez, j'ai un espace professionnel. Je prends l'exemple de notre agence. On a un espace professionnel avec qui on échange régulièrement des informations, des fichiers, par exemple des vidéos, quand on veut placer une vidéo dans un site. Bon, évidemment, on ne peut pas le faire par mail. On est obligé de travailler en collaboration comme ça avec nos clients. Ou par exemple, comme je vous ai dit, pour les imprimeurs, des fichiers sources qui sont très lourds. Quand vous avez une plaquette ou une brochure, ceux qui ont déjà fait de la com connaissent ça, ce problème-là, vous ne pouvez évidemment pas le transférer par mail. C'est des fichiers Express InDesign qui sont très lourds et il faut pouvoir les communiquer. Alors plutôt que de se déplacer en voiture, prendre etc. la route avec sa disquette, parce qu'avant il n'y avait pas d'autres moyens. Il fallait y aller avec le CD ou la disquette, puis hop, la clé, et puis on transmettait comme ça. Alors là, aujourd'hui, on peut téléphoner à l'imprimeur, lui dire, écoutez, voilà, j'ai un espace à votre nom, vous allez le chercher, les fichiers que je vous donne, et vous imprimez pour tant de quantité. Un exemple concret. Alors là, je vais vous montrer les possibilités de l'outil. Il y a beaucoup de mots de passe et de login à retenir dans ce métier. Voilà, on y est. Donc là, on arrive sur un espace d'échange. Bon, alors il y en a qui appellent ça aussi espace de travail collaboratif, parce que ça peut permettre d'échanger des fichiers sur lesquels on travaille chacun notre tour. Bon, évidemment, on ne peut pas travailler en simultané, ça a quand même ses limites. Certaines applications vont plus loin, on peut travailler en simultané, mais en tout cas pas ici. Là, par exemple, je travaille sur le service Colipost, je l'enregistre en PDF et mon collègue le reprend, je le mets à sa disposition. Donc, voilà, il va le chercher sur l'espace, et s'il fait ouvrir, il le retrouve tout de suite. Il trouve l'offre tarifaire Colipost, voilà, en passant par l'espace. Je dirais le PDF, là, il peut l'envoyer par mail, c'est pas le plus. Et quand on a des fichiers qui sont vraiment très très lourds, comme les photos par exemple, on va ouvrir le dossier photo. Bon, là, on a des photos professionnelles, donc qui sont faites avec des appareils de 5 à 12 millions de pixels, donc forcément, ces visuels sont très lourds. Donc là, si on veut aller en chercher un, bon, bah, on a meilleur temps ici de cliquer, et alors, si on veut le récupérer, il suffit de cliquer dessus avec cette application. Bon, après, il y a différentes techniques pour récupérer, mais là, il suffit de cliquer dessus, et on l'enregistre pour le récupérer. On peut même l'ouvrir en ligne. On peut l'ouvrir, ça va mettre du temps puisque l'image fait 2,65 mégas, vous voyez, elle est lourde. Mais bon, on peut aussi consulter en ligne, évidemment, avec cet outil.
les différents éléments transférés, déposés. Voilà, c'est un exemple. Alors, l'avantage, l'intérêt, c'est aussi que vous pouvez charger un dossier entier en une seule fois. Perdre du temps à aller chercher image par image et à récupérer sur votre ordinateur image par image, vous avez besoin de récupérer toutes les données en une seule fois puis de les travailler. Donc, avec cet outil-là, on va remonter d'un niveau. On va prendre le dossier en entier, voilà, par exemple celui-ci, on le coche, et on fait télécharger. Et il va nous télécharger sous forme zip. Il va nous compresser directement, et il va nous télécharger en forme de zip. Donc c'est quand même bien pratique quand il s'agit de s'échanger des fichiers lourds. Bon, il y a une autre petite... il est trop gros, il n'est pas passé. Non. C'est bizarre ça. Ça va jusqu'à 600 mégas, il faut y aller. Il faut y aller quand même. 600 mégas sur le serveur. 600 mégas en tout, ouais. L'espace est de 600 mégas à disposition. Ouais. Oui, ça je comprends bien, mais alors pourquoi c'était trop lourd? Le dossier, là, je sais pas pourquoi il n'est pas passé. Parce qu'il est déjà sur le serveur, donc c'est pas un problème du poids du dossier. On va essayer, on va voir. On va en prendre un autre pour voir s'il passe. Voilà, télécharger. C'est dans la logique derrière, c'est du temps de transfert. Oui. C'est du peer-to-peer, tout ça. Oui, c'est ça, du FTP, mais il le zip aussi. Avant, il y a une opération. Justement, donc ça doit aller d'autant plus vite. Là, vous voyez, là, ça a fonctionné. Il a mis, c'est 4 mégas 92, presque 5 mégas, et puis il l'a zippé, et il est passé celui-là. Je ne sais pas pourquoi l'autre n'est pas passé. Il y a peut-être un fichier qui gêne, je vais regarder. Donc là, on enregistre directement son fichier sur le disque dur. Voilà. Bon, évidemment, il est zippé, il faut avoir une application pour le décompresser, mais en général, c'est juste ça. On va essayer celui-là. Bon, celui-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on va voir l'autre sens, c'est-à-dire quand on veut, nous, déposer de l'information à destination d'un distributeur ou d'un fournisseur. Donc on va voir comment on peut déposer carrément un fichier ou carrément un dossier, plutôt dossier par dossier, ce qui est quand même relativement pratique. Parce que plutôt que d'aller piquer des photos à droite à gauche, puis de faire contrôle et puis de jongler pour essayer de sélectionner toutes, là vous allez pouvoir transférer un dossier complet. Voilà, une petite démonstration. Alors c'est upload. Il faut qu'il y ait... Ah oui, c'est peut-être bloqué, cette machine doit être bloquée sur Java. Et ça utilise un langage Java pour créer cette application et il faut que ce soit installé sur notre ordinateur. Oui, c'est installé, ça va fonctionner. Voilà, donc là, il s'agit donc de prendre carrément, par exemple, un répertoire de photos qu'on a extrait de notre caméra et de le donner à disposition d'un imprimeur, se mettre dans un cas concret. Donc ce qu'on va faire, plutôt que d'aller chercher photo par photo, ce qui peut être relativement fastidieux, on va carrément utiliser donc, l'application Java, donc, qui nous permet de nous trouver dans notre disque dur et d'aller chercher le répertoire complet. D'ailleurs, on va le charger à titre d'exemple. On va en charger un, donc mes images. On va prendre l'échantillon d'images, s'il veut bien. Ajouter les fichiers. Voilà, donc là, il les a tous ajoutés en une seule fois. Et après, donc, on fait upload. Et là, on voit que l'application va transférer tout en une seule fois. Voilà. Donc là, ça a été transféré. Donc pour revenir, on prend la flèche bleue.
et on va retrouver le dossier échantillon d'image ici. Donc c'est celui qu'on vient de charger. Donc là, on a chargé un dossier entier. C'est quand même relativement pratique et permet de gagner du temps et de la productivité pour l'entreprise. Bon, ça peut se faire donc depuis le site internet, parce qu'il faut voir que l'entrée se fait sur le site internet. Donc si vous avez un site internet destiné à des professionnels, vous pouvez leur créer un espace pro où vous pouvez échanger avec eux toutes sortes de fichiers lourds et de données. Ça peut être donc des données statistiques, des données économiques, ça peut être des images lourdes, des vidéos, bref, tout ce qui est important pour vous. Donc là, on a vu les deux sens. Donc, si vous voulez, l'interface est tout un peu dans cette économie-là. Sur la gauche, c'est surtout la gestion de l'envoi du dépôt. Donc sur la gauche, on dépose. L'upload Java, c'est les outils qui nous permettent, les commandes qui nous permettent de déposer des données, déposer des fichiers et de les gérer. Donc créer des répertoires, etc. Et à droite, c'est plus dans l'autre sens. Ça nous permet de récupérer, voire de compresser avant de récupérer. Donc ça, je ne détaille pas aujourd'hui, mais c'est pareil, il y a certaines zones, je vous ai dit, où je ne détaillerai pas. C'est si ça intéresse certains d'entre vous plus en particulier, on regardera. Mais il y a encore pas mal de fonctionnalités sur cet outil. Bon, on peut évidemment sortir aussi. Alors, donc ça c'est ce que permet Internet aujourd'hui. Alors là, c'est plus le web, c'est Internet. Il s'agit d'un service qui est FTP, donc qui est en dehors du web, ce qu'on appelle l'ensemble des pages web, reliées par les liens hypertextes, ce que je vous avais expliqué au début. Vous avez aussi des services, alors aujourd'hui, statistiques, qui sont développés avec les sites internet. Alors les services statistiques, c'est basé donc, sur des fichiers log, certains ont déjà entendu parler. En tout cas, ça permet de récupérer sur un site de vente en ligne ou un site e-commerce, simplement, un site catalogue, de savoir un certain nombre d'informations importantes, notamment sur les réponses de notre emailing. C'est-à-dire on peut voir un petit peu après un emailing ce qui s'est passé, si les gens viennent plus nous voir, ou si on a un nouveau type de clientèle qui va venir nous voir, ou si on fait simplement des efforts de référencement, c'est-à-dire on paye Google ou on paye un prestataire pour nous faire du référencement, on peut aller voir par où les gens nous trouvent. Donc, les statistiques, c'est quand même très important, ça permet de faire une analyse un peu ex post de tout ce qu'on a fait au niveau action publicitaire et au niveau dépenses publicitaires pour son entreprise, en tout cas pour faire connaître son site ou pour faire connaître son activité à travers le web. Donc on a des outils statistiques aujourd'hui assez puissants. Alors évidemment, il faut les trouver. Bon là, oui, c'était pour expliquer, ça j'y reviendrai, ce que c'est que la différence entre les hits et les pages. Parce que vous avez souvent ça dans les statistiques. Je sais pas, vous avez jamais posé la question? Est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est qu'un hit? Parce que souvent les stats nous donnent le nombre de hits. Alors, on peut penser c'est le nombre de clics, qu'est-ce que c'est? Et puis le nombre de pages visitées. Est-ce que le nombre de hits, ça vous dit quelque chose? Non? D'accord, bon, on fait bien l'expliquer ici. Donc, les hits ne sont pas les visites. C'est pas le nombre de visites et c'est pas le nombre de pages pour un site. C'est-à-dire que si vous avez les hits, c'est le nombre de fichiers qui sont chargés depuis le serveur. Donc si vous allez visiter une page web de 3 images, je prends un exemple simple, une zone texte, il va y avoir 4 hits. C'est-à-dire que chaque image va être un fichier chargé, un fichier indépendant. Donc ça va faire 3 hits, plus la page elle-même, 4 hits. Vous voyez, si vous chargez une page, en fait, vous avez 4 hits. Donc le nombre de hits, en fait, c'est le nombre de fichiers qui sont appelés depuis le serveur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en statistique. C'est pour ça que je vous l'explique maintenant. Alors, est-ce qu'on a un exemple? J'ai pas fait le lien direct. Non. Alors, je vais vous faire. Voilà. Donc là, vous avez ici, alors nous, on travaille avec un hébergeur qui fournit un certain nombre de services statistiques qu'on incorpore dans nos sites. Ouais, si. Au revoir. Bon, de toute façon, on a bientôt terminé. C'est le dernier outil que je présente. Le dernier n'est pas des moindres. Last not the least. Alors,
pour les statistiques, vous avez en fait évidemment tout ce qui concerne la fréquence des visites. Alors en termes mensuels, alors vous avez ici les jours de la semaine, les heures. Ça c'est pour voir un petit peu quelles sont les habitudes de consommation ou les habitudes de visite de vos internautes. Bon, par exemple, nous on a quelqu'un qui vend un concessionnaire moto qui s'est aperçu que la plupart de ses clients y allaient le dimanche matin, entre 10h et midi. Donc il a pu voir qu'il y avait des pics de visite, des pics de fréquence de visite le dimanche matin, et que les gens, c'était le week-end, qui regardaient les véhicules d'occasion. Enfin, principalement les pages des véhicules d'occasion. Donc ça donne des informations importantes sur la façon d'orienter sa politique commerciale et savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans le site, qu'est-ce qu'on va développer. Bon, lui, par exemple, il a développé plus sa branche occasion que sa branche vente véhicules neufs. Parce qu'il s'est aperçu que c'était surtout ça que recherchaient les internautes. Donc ici, vous avez... alors les pages non vues, là, on a une petite dissociation, c'est parce que c'est les pages qui sont visitées par les robots, et les pages vues, c'est celles qui sont vues par des personnes physiques. Alors vous avez l'histoire du hit, là, comme je vous expliquais, vous avez beaucoup plus de hits que de pages. Alors les hits, ce sont le nombre de fichiers chargés, donc forcément c'est au-dessus des pages. Alors c'est toujours sur une certaine périodicité. Hein. Bon, c'est sur un mois, vous voyez, là on a pris un exemple, c'est un exemple. Hein. C'est le mois de décembre 2007, donc il est un peu daté, mais bon. Vous avez 343 000 pages de vues, mais vous avez 637 000 hits. Ça signifie que... Alors pourquoi c'est important d'avoir les hits? Bon, la seule information intéressante, importante que ça peut donner, c'est que ce sont des gens nouveaux qui vont voir votre site. C'est-à-dire qu'ils y vont pour la première fois, et donc ils chargent tout. Ils chargent tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur du site. Parce que si vous voyez qu'il y a peu de différence entre les hits et le nombre de pages, ça veut dire que c'est des gens qui ont l'habitude de voir votre site qui reviennent. Mais ils ont déjà les fichiers dans leur cache. Parce que vous savez qu'il y a un cache internet. Hein. La plupart d'entre vous savent qu'il y a un cache. Donc ils ne vont pas les recharger depuis le serveur. Donc voilà, c'est la seule information que donnent ces fameux hits. On va arrêter d'en parler parce que c'est quand même pas primordial. Alors après, vous avez les jours du mois, l'historique. Alors quand vous faites du référencement, pour faire vite, vous avez quand même